Bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons discuter de la situation en Ukraine le 16 mars 2025. Nous avons aujourd'hui de nombreux sujets très intéressants à aborder. Pour commencer, nous allons reparler de l'offensive de Suja et des conséquences de cette opération. Vous savez que les Russes ont réussi à mener à bien cette opération spéciale en traversant les lignes principales des forces armées ukrainiennes, ce qui a finalement conduit à un effondrement complet des positions ukrainiennes. Évidemment, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous me demandez mon avis, je comprends clairement que cette opération a été un immense coup de chance. Tout d'abord, il est évident que, ce jour-là, le 8 mars 2025, lorsque les Russes ont débarqué dans cette zone, la chance était clairement de leur côté. C'était une mission extrêmement risquée, et le fait que ces soldats aient réussi à sortir de cette infiltration souterraine en vie après 4 jours est tout simplement incroyable. Tout aurait pu arriver, y compris la possibilité qu'un traître transmette l'information aux Ukrainiens, leur permettant ainsi de détruire ces tunnels sans difficulté. De plus, un autre élément qui a joué en faveur des Russes est que, lorsqu'ils sont sortis de ces passages, les Ukrainiens ne les ont pas immédiatement détectés. Cela leur a donné plusieurs heures pour établir un contrôle total sur la localité de M, sécuriser les positions stratégiques le long du chemin de fer et effectuer d'autres manœuvres cruciales. Cela signifie que cette opération était clairement le plan A pour les Russes. Tout dépendait de sa réussite, et comme ils ont pu l'exécuter parfaitement, ils n'ont jamais eu besoin de passer au plan B. Mais alors, quel était ce plan B? C'était assez simple, avant même de lancer leur offensive, les Russes avaient répondu à une question clé: étaient-ils prêts à reprendre le contrôle total du secteur de Suja à tout prix? Et leur réponse était oui. Ils avaient décidé de restaurer leur emprise sur cette zone, peu importe le nombre de pertes subies. Si le plan A échouait, le plan B devait alors être déclenché. Ce dernier impliquait une offensive massive avec un grand nombre d'unités, des soldats, des hélicoptères, des avions et toutes les ressources disponibles. En réalité, les Russes disposaient d'une supériorité numérique d'environ 4 fois plus de troupes autour de Suja par rapport aux forces ukrainiennes. Cela soulève une autre question essentielle: d'où venaient ces forces russes? Évidemment, elles ne sont pas apparues par magie. Ce sont de véritables soldats qui ont été redéployés, probablement depuis l'ensemble de la ligne de front. Avant l'offensive finale sur Suja, nous avions remarqué que les Russes avaient cessé toute activité dans les environs de Vazova. En effet, après la chute de ce village, ils ont arrêté leur progression. Certes, ils ont amélioré leur position, mais nous pensons que les assauts menés autour de Noapr-Ba avaient pour seul objectif de détourner l'attention de l'Ukraine et de lui faire croire que l'offensive se poursuivait normalement. Ainsi, les Ukrainiens n'ont pas déplacé leurs réserves, ce qui était précisément l'objectif des Russes. De plus, en regardant du côté de la région de Baga, après la chute de Fak, les Russes ont également suspendu leur mouvement. Depuis début mars, il n'y a eu aucun signe d'avancée, ce qui suggère que certaines unités et réserves de cette région ont également été redéployées vers Suja. Les Russes ont complètement arrêté leur mouvement près de la frontière entre la région de Donetsk et celle de Dnipro. Cela montre qu'ils ont choisi de ralentir, car ils n'étaient pas certains à 100% de pouvoir sécuriser la frontière en poursuivant l'offensive. Ils craignaient aussi une contre-attaque ukrainienne qu'ils ne seraient peut-être pas en mesure de repousser. C'est pourquoi les Russes ont décidé de consolider les positions qu'ils avaient capturées au début du mois de mars. Un schéma similaire a été observé dans la direction de Pakr. Lors de la préparation des plans A et B pour leur offensive à Suja, les Russes ont redéployé un nombre significatif d'unités et de forces depuis cette zone vers le front de Suja. Et c'est la principale raison pour laquelle les Russes ont commencé. Vers la mi-février, ils ont réussi à prendre le contrôle de la partie sud-ouest de Vache, de la localité de Panka, USP, Ovka, puis ils se sont arrêtés. Bien entendu, les Ukrainiens ont remarqué cette pause et, à partir de la mi-février, ils ont mené de nombreuses contre-attaques dans le but de reprendre le contrôle de ces villages. À un certain moment, ils ont réussi à récupérer Chiankishan-Odas et de nombreuses autres localités. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un autre point: l'Ukraine s'est également arrêtée et n'avance plus. Ils ont compris qu'ils rencontrent actuellement des difficultés. Les Russes ont interrompu leur offensive dans la ville de T. De plus, en ce qui concerne l'agglomération de Tesk, ils ne se sont pas seulement arrêtés, ils ont été contraints de se replier. Pas exactement un repli, mais ils ont dû redéployer certaines forces de cette zone en direction de Suja. Par ailleurs, les Ukrainiens ont réussi à se regrouper et à contre-attaquer, reprenant jusqu'à 20, voire 30% de la ville de Z. À la date du 6 mars, les Russes ont réussi à stabiliser la situation et cherchent désormais une solution pour forcer les Ukrainiens à se retirer des territoires qu'ils ont regagnés. Ainsi, nous avons discuté de plusieurs fronts, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, et même un cinquième. Sur chacun de ces fronts, les Russes ont stoppé leur progression il y a probablement 3 ou 4 semaines,
soit au moment où ils finalisaient les préparatifs de l'offensive sur Suja. De plus, les Russes ont mis un terme à leur offensive dans la ville de Chavar. Certes, ils ont amélioré légèrement leur position, pris quelques points stratégiques et forcé les Ukrainiens à reculer, mais nous observons une situation où ils ont accompli leur objectif à 50% avant de s'arrêter. La seule raison de cet arrêt est le redéploiement de leurs forces de cette zone vers Suja. Un scénario similaire s'est déroulé dans le nord, en direction de Kopan. Pendant décembre, janvier et la première moitié de février, les Russes avaient significativement amélioré leur position sur la rive ukrainienne du fleuve. De nombreux villages, champs et fortifications avaient été capturés. Mais ensuite, ils ont interrompu leur avancée. C'est à ce moment-là que les Ukrainiens ont lancé leur contre-attaque. En conséquence, ils ont réussi à reprendre jusqu'à 20 ou 30% des territoires que les Russes avaient conquis. Aujourd'hui, nous comprenons que le plan B des Russes consistait, quoi qu'il arrive, à prendre le contrôle total de la ville de Suja et à priver Zelensky de cette carte stratégique. Cependant, le plus gros problème pour les Ukrainiens est que le plan a fonctionné. C'était le plus grand succès de l'armée russe depuis le début de l'opération militaire. Le fait que le plan ait réussi signifie que les Russes ont pu préserver un nombre significatif de soldats. À l'inverse, durant leur retraite, les Ukrainiens ont subi des pertes considérables. Je ne peux pas vous donner un ratio exact, mais il ne serait pas surprenant que le rapport des pertes entre les Russes et les Ukrainiens lors de la bataille de Suja soit d'environ 1 pour 10, un soldat russe pour 10 soldats ukrainiens. En effet, les Russes avançaient et ont capturé de nombreux équipements abandonnés, totalement intacts et non endommagés par les combats. Ils pourront les réutiliser sur le front ou les envoyer dans des usines où les ingénieurs russes travailleront à l'amélioration de leur armement. Qu'est-ce que cela signifie pour la situation actuelle ? Cela signifie que les Russes peuvent désormais exploiter cet avantage et ce potentiel sur un autre front. Les commandants russes, comme Valery Gerasimov, Vladimir Poutine lui-même, et les généraux sur toute la ligne de front, réfléchissent à la manière d'utiliser ces forces. Ils peuvent choisir de redéployer chaque brigade sur son front d'origine, ceux qui étaient à Chavar pourraient y retourner, ceux qui étaient près de Tesk pourraient y revenir, et ceux qui étaient stationnés le long du fleuve Askol pourraient être repositionnés sur cette ligne. Mais d'un autre côté, les Russes peuvent utiliser toutes ces forces ensemble et, disons, les déployer quelque part dans la direction de Zaria et utiliser cette attaque précisément en un seul endroit, disons à proximité de la ville de C. Les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent, et c'est le plus gros problème pour les Ukrainiens, car ils essaient également de comprendre où exactement les Russes vont utiliser ces forces. Et vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de discussions et de rumeurs, et qu'à la fin de l'opération offensive à Suja, les Russes ont commencé à jouer avec les Ukrainiens pour détourner leur attention et les convaincre que la prochaine attaque principale russe allait probablement avoir lieu dans la direction de Soumy. Une fois qu'ils auront pris le contrôle de la frontière, ils continueront à avancer en direction de l'agglomération nommée Yaka. Les Russes peuvent-ils faire cela ? Bien sûr, ils le peuvent. Bien sûr, ils le peuvent. Et au minimum, les Russes veulent que les Ukrainiens le croient. De plus, comme vous le savez, les Ukrainiens ont récemment commencé leurs activités dans la direction nord de Kopiansk. Nous avons reçu de nombreuses mises à jour intéressantes publiées par des sources pro-russes et pro-ukrainiennes. Selon ces sources, les Russes ont réussi à traverser la rivière Oskol à 2 endroits supplémentaires. L'un des points où les Russes ont traversé la rivière est la partie sud-est de la ville de Kamka. Ils ont traversé ici, et selon différentes cartes pro-russes, ils ont réussi à s'y retrancher et à prendre plusieurs positions en périphérie de cette petite localité. Par ailleurs, selon des sources pro-ukrainiennes, les Russes ont traversé la rivière Oskol dans la zone du village de Petrika et tentent désormais d'avancer vers la route reliant l'agglomération de Petra-Ivanovka à Kam, afin de couper les lignes d'approvisionnement. Les Russes intensifient leurs activités dans cette zone pour faire croire aux Ukrainiens qu'ils préparent peut-être leur offensive principale précisément ici. En effet, de nombreuses possibilités s'offrent aux Russes dans ce secteur. Tout d'abord, s'ils poursuivent leur attaque dans cette direction, ils finiront tôt ou tard par établir un contrôle total sur les territoires situés entre la ville de Kin, la frontière russe, la ville de Ouan et bien sûr le réservoir de Pichy. Tous ces territoires pourraient être capturés par les Russes en utilisant les forces qu'ils ont économisées lors de la bataille pour la ville de Suja. Ces forces pourraient être redéployées facilement dans cette zone en très peu de temps pour lancer une offensive. Si cette direction s'effondre, personne ne sait comment exactement les Ukrainiens comptent stabiliser la situation. En outre, les Russes pourraient mener leur offensive principale et leur attaque majeure quelque part dans la direction de l'An. D'après les informations dont nous disposons, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont considérablement amélioré leur position dans cette zone. L'un des principaux avantages de cette direction pour eux est l'absence quasi totale de tranchées. Pour une raison inconnue, depuis le début de l'opération militaire spéciale ou depuis la reconquête de ce territoire lors de la contre-offensive de Kharkiv, les Ukrainiens n'ont pas investi d'argent ni de ressources pour préparer des tranchées et des fortifications dans cette zone.
Les Ukrainiens ont construit seulement 2 lignes de défense, que l'on peut voir sur la carte, mais au 16 mars, les Russes avaient déjà établi leur contrôle sur environ 35% de ces tranchées et ce réseau dense de fortifications. Quelques kilomètres de plus vers le nord-ouest, et toute la ligne de défense pourrait tomber aux mains des Russes, ce qui pourrait entraîner des conséquences totalement imprévisibles pour les forces armées ukrainiennes. Cette petite partie du front pourrait être divisée en plusieurs morceaux, que les Russes géreraient un par un. Une troisième phase de bataille pourrait ainsi commencer. De plus, les Russes pourraient redéployer leurs forces dans la direction de C, car c'est la plus grande difficulté pour les forces armées de la Fédération de Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale. Quand les Russes ont pris le contrôle de la ville de Lan, ils ont complètement ralenti leur avancée. Mais maintenant, nous voyons qu'en raison des lourdes pertes et de la situation difficile dans cette zone, les Russes ont réussi, à la fin de 2024 et au début de 2025, à améliorer considérablement leur position. Ils ont capturé les hauteurs stratégiques de Belora, pénétré dans l'agglomération de Vnik-Kaminska et pris un contrôle solide sur sa partie orientale. Et surtout, le village de Bilgorova est déjà derrière les lignes russes. Les Russes peuvent donc envoyer des forces supplémentaires ici. De plus, rappelez-vous que nous avons récemment parlé de l'offensive sur Vukova, où les Russes ont réussi à diviser ce territoire. Peut-être que d'ici le 16 mars, le village était complètement sécurisé, même si nous n'avons pas encore reçu de confirmation à ce sujet. Mais il est évident que les Russes cherchaient à finaliser cette opération, et ils pourraient désormais diriger leurs attaques vers cette zone. Et l'offensive principale peut avoir lieu quelque part dans la région de la ville de CERS et de la ville de Chavar. La même histoire se répète, les Russes ont presque terminé la bataille pour l'agglomération, jusqu'à 50% du territoire ayant été pris par eux avant le début de l'offensive de Suja. Plusieurs brigades supplémentaires que les Russes peuvent déployer ici depuis la direction K pourraient complètement changer la situation. Et dans un futur très proche, dans les prochaines semaines, les Ukrainiens pourraient rencontrer le premier groupe russe quelque part en périphérie de Constantin, ce qui pourrait représenter une autre victoire médiatique pour les Russes et une défaite totale pour les autorités ukrainiennes. Un autre point important sur lequel je voudrais attirer votre attention est qu'il y a quelques jours, nous avons reçu une déclaration très intéressante du ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Selon cette déclaration, les Russes, à la suite d'une offensive, ont réussi à traverser le canal S et à établir un contrôle total sur Novamarava. Nous constatons maintenant que de nombreuses mises à jour proviennent de ces territoires. Il est possible que les Russes aient des plans pour créer des positions beaucoup plus solides du côté russe du canal S. Les Russes disposent de suffisamment de force pour prendre le contrôle total de ce type de territoire. Nous parlons de l'agglomération de Marava, Novamarova et du village de M. Depuis ces positions, les Russes peuvent attaquer dans n'importe quelle direction, car la distance jusqu'au cœur de l'opération de l'arc du Donbass, la localité de Kator-Dekovka, serait minimale. Depuis ces positions, les Russes peuvent facilement découper cette zone en plusieurs morceaux, puis s'occuper de chaque fragment séparément. De toute évidence, c'est une direction d'attaque que les Ukrainiens ne s'attendent pas à voir. Malgré un nombre important de tranchées et de fortifications, ils ne croient probablement pas que les Russes oseraient attaquer ici. Tout est donc possible. La ville de Théa a vu les Russes contraints de reculer ces dernières semaines, car ils avaient affaibli leur position en raison de la situation à Suja. Cependant, maintenant, les Russes peuvent recommencer depuis le début, ramener leurs forces principales dans cette région, forcer l'ennemi à reculer et lancer une offensive sur la ville de Constantin. Tout est en train de se passer. La ville de Pakro suit le même scénario. Les Russes peuvent y redéployer leurs unités et poursuivre leur offensive en direction de la région de Dnipro, ou chercher à contourner la ville de Pakro par l'ouest et le nord-ouest, avec pour objectif de couper l'agglomération de ses lignes d'approvisionnement et de soutien, puis de la placer sous contrôle total. Cela pourrait également entraîner un effondrement complet. Nous savons que les Russes sont désormais dans une situation où ils peuvent mener une offensive majeure qui pourrait provoquer l'effondrement total des lignes ukrainiennes. À ce moment-là, les pays occidentaux, notamment le Royaume-Uni et la France, seraient contraints d'envoyer leurs troupes sur le terrain. Par exemple, nous continuons à recevoir différentes mises à jour de France et du Royaume-Uni. Selon ces rapports et articles, il semble que leurs services de renseignement aient des informations indiquant que les Ukrainiens ne seront probablement pas en mesure de tenir leur position, et qu'ils devront tôt ou tard agir. C'est pourquoi ces pays commencent déjà à préparer leur société à cette décision probablement impopulaire. Par exemple, les pays européens qui acceptent d'envoyer un contingent militaire en Ukraine, prétendument pour une mission d'observation, pourraient le faire sans le consentement de la Russie. Le président français Emmanuel Macron a déclaré, lors d'une interview avec l'IARI, que l'Ukraine est un pays souverain et que si elle demande la présence de troupes alliées sur son territoire, ce n'est pas à la Russie de décider si elle accepte ou non. Nous pensons donc qu'il s'agit d'un plan B pour le Royaume-Uni et l'Ukraine. Dès qu'ils verront que l'Ukraine s'effondre,
et que les Russes sont sur le point de percer massivement et de prendre le contrôle d'une grande partie du territoire ukrainien, il est probable que Zelensky demandera aux Européens de déployer leur contingent. Cela permettrait à l'Ukraine et aux pays européens de gagner du temps. Les États-Unis, quant à eux, ne seront pas impliqués dans cette situation. Actuellement, ils sont confrontés à de nombreux problèmes et défis au Moyen-Orient. C'est pourquoi les Européens seront contraints d'affronter les Russes seuls, sans aide extérieure. Attendons donc de voir ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, les Russes poursuivent également leur avancée dans la direction sud de Dan, attaquant vers l'agglomération de Gulpo. Pour l'instant, il n'y a aucune activité signalée dans cette zone. De plus, n'oublions pas que les Russes ont entamé quelque chose dans la direction de Zaparie. Cependant, à la fin du 16 mars, nous n'avons reçu aucune vidéo confirmant des avancées supplémentaires des forces armées russes sur le terrain. Malgré de nombreux rapports de soldats, qu'ils soient neutres, pro-ukrainiens ou pro-russes, aucune preuve tangible n'a encore été publiée. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun progrès. Cela signifie peut-être que les Russes essaient de garder tout cela secret. Qui sait ce qui va se passer ensuite? Mais disons qu'à la fin du 16 mars, selon différentes sources, les Russes ont réussi à établir un contrôle total sur ces territoires, que nous colorions actuellement en rouge. Et qu'est-ce que cela signifie? Il est très difficile de le comprendre. Peut-être que les Russes se préparent avant une possible contre-attaque ukrainienne dans cette zone, dans le but d'établir leur contrôle sur la centrale nucléaire de Z. Ou bien les Russes ont déjà commencé leur offensive vers la mer de Zaparoïa, ou du moins dans l'intention de couper l'acheminement des approvisionnements et du soutien vers l'implantation d'Aera en prenant le contrôle de la route numéro 8. Personne ne sait avec certitude. Mais encore une fois, les Russes peuvent déployer leurs forces depuis Suja en n'importe quel endroit, et cela leur permettrait d'obtenir des avantages stratégiques, de prendre l'ascendant complet dans l'une des directions discutées et de résoudre la situation très rapidement. Vous savez que la bataille de Suja s'est terminée très rapidement, et c'est probablement l'un des plus grands succès que les Russes ont réussi à obtenir. Car si l'on parle d'autres fronts, plus l'avancée est lente, plus l'ennemi a de chances de se préparer à de nouvelles offensives et de redéployer ses forces vers des positions plus solides. Nous pourrions voir le même scénario ici, si les Russes sont capables de redéployer une force massive, disons 30 000, 40 000 ou même 50 000 soldats de manière totalement invisible et secrète aux yeux des Ukrainiens vers l'une des directions que nous venons d'évoquer, puis de lancer une attaque éclair rapide, cela pourrait aboutir au même résultat que ceux obtenus dans la direction de Suja. Mais si les Russes veulent obtenir un tel succès et répéter le scénario de l'offensive de Suja, ils doivent évidemment conclure un accord avec les États-Unis. Autrement dit, ils doivent trouver un moyen d'empêcher les États-Unis de continuer à fournir aux Ukrainiens des renseignements militaires. Car un autre élément clé auquel je crois fermement est que si les Russes ont réussi à obtenir de tels résultats lors de l'offensive de Suja, c'est probablement grâce au fait que, durant cette même période, les États-Unis ont cessé de partager des informations de renseignement avec les Ukrainiens. Cela a peut-être été l'une des raisons pour lesquelles les Russes ont pu mener cette opération en toute discrétion. Donc, si les Russes veulent répéter cela, nous pourrions voir une autre offensive surprise, mais ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui. La chaîne Military Summary rappelle une fois encore la violence qui sévit dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, rejoignez mon Patreon et passez une bonne journée.